Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mini Pop. Aujourd'hui, on va parler d'une fille qui, à 17 ans, a écrit une chanson dans sa chambre et a battu le record du titre le plus streamé en une seule journée sur Spotify, avant même que son album soit sorti. Et 5 ans plus tard, elle sort Drop Dead, son nouveau single sorti il y a quelques jours et honnêtement, l'effet est le même. T'écoutes une fois, le lendemain, t'as le chorus en boucle dans la tête et tu te demandes comment elle fait. Et donc, vous l'avez deviné, on va parler d'Olivia Rodrigo, évidemment. Et plus précisément, on va retracer quelque chose de rare. Le fil conducteur d'une discographie en train de se construire sous nos yeux. Son troisième album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que les fans ont décidé d'appeler GSIL, parce que personne ne peut prononcer le titre complet sans perdre un poumon, sauf moi, visiblement, sort le 12 juin. Et avec l'arrivée de Drop Dead, on a envie de revenir au début. De Sour à Guts, et maintenant, cette nouvelle era. Et la question qu'on s'est posée, est-ce qu'il y a un vrai fil conducteur dans tout ça? Ou est-ce qu'on cherche des patterns là où il n'y en a pas? Spoiler, eh bien il y en a. Alors, Elvin, je te laisse ouvrir le bal. Et c'est parti. On attaque bien sûr avec Sour. Pour commencer, il faut se replacer dans le contexte. On est en janvier 2021. Le monde est encore plus ou moins enfermé chez lui. Les gens sont épuisés. Et une fille de 17 ans, qui s'appelle Olivia Rodrigo, que personne ne connaît vraiment en dehors des fans de Disney, sort un single qui s'appelle Driver's License. Et là, en l'espace de quelques jours, c'est le chaos absolu. La chanson bat le record du nombre de streams en une seule journée sur Spotify. Elle devient numéro 1 partout dans le monde. Des gens qui n'avaient jamais entendu parler d'elle l'écoutent en boucle dans leur voiture et pleurent sans vraiment savoir pourquoi. Et pour comprendre pourquoi cette chanson a fait ça, il faut comprendre qui est Olivia Rodrigo à ce moment-là. Elle a 17 ans. Elle joue dans une série Disney qui s'appelle High School Musical, la comédie musicale, la série. Oui, oui, c'est le vrai titre. Et elle a sorti une histoire d'amour avec son costard Joshua Bassett. Une de ces romances d'ados de séries qui se construisent sur les tournages, qui sont adorables, intenses et compliquées, parce que vous travaillez ensemble en plus d'être ensemble. Et ça se termine. On ne sait pas exactement comment, parce qu'ils n'ont jamais vraiment confirmé être sortis ensemble officiellement, mais ce qu'on sait, c'est qu'Olivia l'a vécu très mal, et qu'elle en a fait une chanson. Driver's License, c'est elle qui roule en voiture dans les quartiers résidentiels qu'elle lui avait montrés. Elle vient d'avoir son permis, d'où le titre, et au lieu de vivre ce moment comme une libération, elle se retrouve seule dans une voiture, à penser à lui, à passer devant les maisons dont elle lui avait parlé, à penser à la fille avec qui il est maintenant. Et cette fille, justement, elle la décrit comme une blonde plus âgée, ce qui, sur Internet, a immédiatement allumé une mèche, parce que Joshua Bassett a commencé à être lié à Sabrina Carpenter juste après, qui était effectivement blonde et un petit peu plus âgée qu'Olivia. Et là, on a eu un mini triangle amoureux façon Disney qui a alimenté tous les forums pendant des mois. Sabrina Carpenter a même sorti une chanson en réponse appelée Skin. Joshua Bassett a sorti ses propres titres. C'était un soap opéra adolescent en temps réel et franchement, c'était fascinant à observer. Mais au-delà du drama, et c'est là où Sour devient vraiment intéressant, la raison pour laquelle Driver's License a touché autant de monde, ce n'est pas l'histoire d'Olivia et Joshua, ce sont les détails. Et elle a cette capacité à aller chercher un détail tellement précis, tellement situé dans une expérience particulière, que ça devient paradoxalement universel. Le permis de conduire, les maisons de banlieue, la chanson à la radio, la fille blonde. T'as pas besoin de connaître son histoire pour te sentir transpercé, parce que ces détails-là résonnent avec tes propres détails à toi. C'est un peu le truc de Taylor Swift, la spécificité comme outil d'universalité. Sauf que Sour, c'est encore plus brut, encore plus sans filtre que Taylor Swift dans ses pires moments de rupture. Et pour bien comprendre Sour, il faut écouter l'album dans l'ordre. Parce que le premier titre, Brittle, brutal, c'est une claque qu'on ne voit pas venir. Tout le monde s'attendait à une fille au piano qui pleure, et là, elle débarque avec des guitares qui trashent, une énergie pop-punk complètement survoltée et une ligne d'ouverture qui dit en gros « Je suis tellement malade d'avoir 17 ans
Où est mon putain de rêve de jeunesse? C'est frontal, c'est agressif, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Et ce qui est dingue, c'est que cette chanson avait failli ne pas être sur l'album. Petite parenthèse, c'est une de mes préférées. Elle l'a écrite donc 2 semaines avant de devoir rendre les masters. Son label avait peur que ce soit trop agressif pour ouvrir le disque, trop punk pour une première impression, mais elle a tenu bon, elle a insisté pour que Brutal ouvre Sour, et c'est probablement une des meilleures décisions de sa carrière, parce que cette chanson dit immédiatement et clairement, cette fille n'est pas là pour être sage et plaire à tout le monde. Elle est là pour dire ce qu'elle ressent, même si c'est inconfortable. Ce qui définit Sour d'un point de vue émotionnel, c'est quelque chose d'assez simple. Elle subit. La position narrative de cet album, de bout en bout, c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'ai souffert, je suis dedans, je te le raconte sans filtre, sans recul, sans même essayer de comprendre pourquoi ou quelle est ma part de responsabilité là-dedans. Et c'est pas un reproche, c'est exactement ce qu'on fait à 17 ans. À 17 ans, t'as pas encore les outils pour digérer, t'as juste le ressenti, t'as la douleur, la colère, la jalousie, et t'essaies de survivre à ça du mieux que tu peux. La colère, justement, c'est l'émotion centrale de Sour, plus encore que la tristesse. Good for You en est l'exemple parfait. C'est une chanson de rupture qui sonne comme une attaque. Elle est furieuse, elle accuse. Il va bien, il a l'air heureux, il avance. Et elle est là à se noyer. Et elle lui crie dessus à travers une chanson pop-punk avec des guitares d'Avril Lavigne, à tel point que Paramore a dû être crédité sur le titre parce que le riff ressemblait beaucoup trop à Misery Business, ce qui n'a pas empêché la chanson de débuter directement à la première place du Billboard Hot 100. Est-ce que je dis 100 ou est-ce que je dis 100? Comme tu veux. Et puis il y a Jealousy, Jealousy, qui est peut-être la chanson la plus honnête de tout l'album sur ce que c'est d'être une fille de 17 ans sur les réseaux sociaux. Elle parle de se comparer, de scroller Instagram et de voir des filles qui semblent parfaites, heureuses, accomplies, et de se sentir diminuées par leur simple existence. Je compare moi-même à tout le monde et je m'en veux tellement. C'est une chose de le penser, c'est une autre d'avoir 17 ans, d'être en train de devenir une star mondiale et d'oser l'écrire et le sortir sur un album. Il y avait une absence totale de honte là-dedans, aucune volonté de paraître plus forte ou plus cool qu'elle ne l'était. Juste, voilà ce que je ressens. Voilà à quoi ressemble mon cerveau en ce moment. Ce qui fait de Sour un album très particulier dans le paysage de 2021, c'est qu'il n'a pas cherché à plaire. Il a cherché à être vrai, et dans un contexte où la pop était souvent très lisse, très produite ou encore très orientée vers l'image, une fille de 17 ans qui arrive avec ses émotions brutes, ses références aux années 90, ses guitares et son refus d'être ce qu'on attendait d'elle, et bah c'est pas étonnant que ça ait percé comme ça. L'album se termine sur Hope You're Okay, qui est peut-être la chanson la plus mature de tout Sour, de façon paradoxale. Elle parle d'amis d'enfance qui ont eu des vies difficiles. Elle dit j'espère que vous allez bien. C'est une ouverture vers les autres, une empathie qui tranche avec le reste de l'album, beaucoup plus centrée sur elle-même. Et ça donne l'impression que même dans la douleur, elle commence doucement à regarder au-delà d'elle-même, ce qui va être exactement le chemin qu'elle parcourt sur le deuxième album que tu vas nous présenter, Anaïs. Et oui, je vais vous présenter Guts. 2 ans séparent Sour et Guts. Ces 2 ans, Olivia Rodrigo, elle les a vécus de façon assez extraordinaire et assez difficile aussi. Parce qu'entre 2 albums, elle est devenue l'une des artistes les plus streamées du monde. Elle a fait une tournée de 48 dates. Elle a remporté 3... Pourquoi j'ai voulu faire 3 Grammy? 3 Grammys. Elle a remporté 3 Grammys, dont celui du meilleur nouvel artiste. Elle a eu 18, puis 19, puis 20 ans. Elle a acheté un appartement à Greenwich Village, à New York, et elle a elle-même dit qu'elle a peut-être chopé des punaises de lit dans ce processus. Ce qui est une information qu'elle a livrée à Rolling Stone, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Et surtout, elle a arrêté d'écrire, volontairement, pendant 6 mois après la sortie de Sour. Elle a rien écrit, elle a décidé de vivre une vie d'abord pour avoir des choses à raconter ensuite. Ce qui est une phrase extraordinairement mature pour quelqu'un qui avait 18 ans et qui explique tout ce qui va suivre. Quand Guts sort en septembre 2023, la première chose qu'on remarque, c'est que la première chanson de l'album, All American Beach, c'est encore une claque pop-punk dans la lignée de Brutal. Mais les paroles ont changé de nature. Sur Brutal, elle criait contre le monde extérieur. Sur All American Beach, elle se retourne contre l'image qu'on lui a collée. Elle chante
Je traduis, je pardonne, j'oublie, je sais mon âge et je fais en sorte de le montrer. C'est de l'ironie. Elle se moque de cette injonction à être une bonne fille, reconnaissante, qui sourit et ne se plaint pas. Et elle dit, j'avais cette colère en moi depuis longtemps et maintenant je la nomme. Le mot qui résume Guts et que beaucoup de critiques ont utilisé, c'est introspection. Mais c'est une introspection pas propre, pas résolue, pas confortable. La différence fondamentale entre Sour et Guts, c'est celle-ci. Sur Sour, elle ressent et elle crie. Sur Guts, elle ressent et elle se regarde aussi. Elle a développé une distance entre elle et ses propres émotions. Et cette distance, c'est là où la maturité artistique commence vraiment. La chanson qui illustre ça le mieux, c'est Making the Bed. Le titre en anglais, c'est un jeu de mots. You made your bed, now lie in it. T'as fait ton lit, maintenant dors dedans. C'est une expression qui signifie t'as créé ta situation, t'assumes. Et dans la chanson, elle dit exactement ça. Elle dit, je joue tellement bien la victime dans ma tête, mais c'est moi qui fais le lit. C'est elle qui se retourne le couteau, c'est elle qui dit, je suis parfois actrice de mes propres galères. Dans Sour, cette phrase n'aurait pas existé. Dans Sour, l'ennemi, c'est toujours ailleurs. C'était lui, c'était l'autre fille, c'était le monde. Dans Guts, l'ennemi, c'est aussi elle-même. Vampire, c'est peut-être le single le plus connu de l'album, et c'est intéressant de l'analyser dans cette logique. En surface, c'est une chanson sur quelqu'un qui l'a manipulée, qui a sucé son énergie, qui s'est servi d'elle. Et la métaphore du vampire, c'est bien choisi. Bloodsucker, famefucker, tu me vides comme un vampire. Mais ce qui différencie Vampire de ce qu'elle aurait fait sur Sour, c'est la précision presque chirurgicale avec laquelle elle décrit le mécanisme de la manipulation. Elle nomme, elle analyse, elle comprend le pattern. Sur Sour, elle aurait hurlé que t'es un monstre. Sur Gut, elle te décrit comment tu fonctionnes. Elle a écrit Vampire en 20-30 minutes, selon ce qu'elle dit au Tiny Desk de NPR. Et ensuite, elle a passé un mois à travailler les finitions avec son producteur Dan Nigro. Ce qui dit quelque chose sur sa façon de travailler, c'est que les émotions sortent vite, brutes, et ensuite, il y a un vrai travail d'artisanat autour. C'est pas de l'improvisation, c'est de la précision habillée en spontanéité. Et puis il y a Lacey, qui est probablement une de mes chansons préférées sur Guts. Et pas parce qu'elle fait partie de la bande originale de L'été où je suis devenue jolie, mais parce qu'elle a une histoire de création qui est adorable. Elle suivit des cours de poésie à l'USC, donc l'Université de Southern California, pendant la période d'écriture de l'album. Et pour un devoir, elle a écrit un poème qui s'appelait Lacey. Elle a aimé ce qu'elle avait écrit et elle l'a transformé en chanson. Elle a dit qu'elle était assise à son comptoir de cuisine et qu'elle a écrit Lacey, oh Lacey, un peu comme de la pâte feuilletée, et qu'elle a su que c'était quelque chose, et c'est devenu une de ses chansons préférées sur le disque, mais aussi une des plus discutées, parce que personne sait exactement à qui elle est adressée. Certains fans pensent que c'est Sabrina Carpenter, d'autres pensent que c'est Gracie Abrams, d'autres pensent encore que c'est Taylor Swift. Quand on lui a posé la question, elle a répondu en riant « C'est qui vous voulez que ce soit ». Ce qui est beau dans Lacey, c'est que ça parle d'une émotion qu'on n'ose pas vraiment nommer. L'admiration qui dérape vers l'envie. Elle regarde cette fille, elle la trouve belle, lumineuse, parfaite. Et progressivement, tu réalises que cette fascination la ronge. Elle a dit à la fin « Je méprise mes yeux jaloux et à quel point ils sont tombés pour toi. Je méprise mon esprit pourri et combien il te vénère. » C'est beau, mais c'est tordu en même temps. Et elle a même dit sur Kelly Clarkson que c'était très émo de sa part d'avoir écrit ça. Cette capacité à se moquer d'elle-même, tout en livrant quelque chose d'émotionnellement vrai, c'est exactement ce qui a changé entre Sour et Guts. L'autodérision, d'ailleurs, c'est une grande nouveauté sur Guts. Bad ID Right, c'est elle qui sait pertinemment que ce qu'elle fait est une mauvaise idée. Elle le fait quand même. Et elle se raconte l'histoire en même temps avec une espèce d'ironie douce. Il est pas pour moi qu'un ami, c'est le pire bobard que j'ai jamais raconté. Elle se regarde faire une connerie et elle rit. À 17 ans, elle aurait juste pleuré. À 20 ans, elle pleure, mais elle en rit. Et l'album se ferme sur Teenage Dream, et qui peut-être est la chanson la plus courageuse de toute sa discographie jusqu'ici. Parce qu'elle a 20 ans, elle est au sommet de sa carrière et elle écrit une chanson sur sa propre peur de vieillir, sur cette pression d'avoir été une prodige et la terreur de ce qui se passe quand elle n'est plus jeune. Elle dit « J'ai peur qu'ils aient déjà eu les meilleures parties de moi.
et je suis désolée de ne pas avoir toujours pu être ton rêve de jeunesse. La dernière ligne de l'album, c'est ils disent tous que ça s'améliore en grandissant, et si moi, j'empire. C'est une question qu'une artiste de 20 ans qui vient de remporter 3 Grammys pose. Et le fait de la poser publiquement, sans réponse, sans résolution, c'est un acte de courage assez rare dans le paysage pop. Et je laisse la parole à Elvin qui va attaquer la troisième partie, qui est ce que nous attendons un petit peu pour ce troisième album. Alors, maintenant que Sour et Guts sont posés, le 17 avril dernier, Drop Dead est sorti. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est une Olivia Rodrigo qu'on n'a jamais vue. Drop Dead, c'est une chanson sur le coup de foudre, sur le fait de tomber amoureuse, et dans sa discographie, c'est complètement inédit. Dans Sour, on pleure une histoire finie, dans Guts, on digère une histoire qui s'est mal passée, et dans Drop Dead, on est dans l'avant, dans l'instant d'avant. Le moment où ça commence, où ton cerveau s'emballe, où tu réalises que quelqu'un te plaît vraiment. La scène d'ouverture de la chanson, c'est elle qui stalke quelqu'un sur Internet depuis son lit parce qu'elle s'ennuie un soir. Et maintenant, ils sont dans la même soirée, dans la queue pour les toilettes du bar, et elle ne peut pas y croire. One night I was bored in bed and stalked you on the internet. It's feminine intuition. Elle appelle ça de l'intuition féminine. Stalker un mec à 2 heures du matin, apparemment, c'est de l'intuition féminine. Et c'est drôle, c'est de l'autodérision, et c'est surtout tellement vrai que ça fait mal. La chanson fait aussi un clin d'œil à The Cure, avec la phrase « Tu connais tous les mots de Just Like Heaven », et ce n'est pas anodin du tout. En 2025, Olivia a fait monter Robert Smith sur scène pendant son show à Glastonbury. Ils ont joué ensemble Just Like Heaven et Friday I'm in Love devant des dizaines de milliers de personnes. C'est devenu un des moments les plus marquants de toute la tournée. Et maintenant, elle l'intègre dans ses paroles. Elle ne construit pas juste des références culturelles, elle les habite. Elle les transforme en quelque chose qui lui appartient. Le titre lui-même, Drop Dead, signifie tomber raide morte. Et la phrase centrale de la chanson, c'est The most alive I've ever been, but kiss me and might drop dead. Pour traduire grossièrement, je ne me suis jamais sentie autant vivante, mais si tu m'embrasses, je pourrais tomber raide morte. L'intensité d'un sentiment positif qui pourrait te détruire tellement il est fort. Et ça, c'est nouveau dans sa discographie, mais c'est parfaitement cohérent avec tout ce qu'elle a construit avant. Quelqu'un qui a passé 2 albums à souffrir, à analyser sa souffrance, à comprendre comment ses propres émotions peuvent la trahir, et quand le bonheur arrive vraiment, il peut faire peur, parce qu'elle sait maintenant à quelle vitesse tout peut basculer. Elle a confié à British Vogue que ses chansons romantiques préférées sont belles parce qu'elles ont toujours une teinte de peur ou de désir dedans. Et que sur ce nouvel album, même quand elle essaie d'écrire des love songs, elles sortent toujours teintées d'une petite mélancolie, ce qui est dans une des phrases les plus belles qu'elle ait dites sur son processus créatif. Elle construit exactement ce qu'elle consomme. Donc, si on devait résumer le fil conducteur en 3 mouvements. Dans Sour, elle ressent et elle crie. Dans Guts, elle ressent, elle crie encore, mais elle se regarde aussi. Et elle commence par comprendre. Dans Girl So In Love, elle porte ses cicatrices avec elle, elle l'habite encore, d'où cette joie qui fait un peu peur, mais elle s'ouvre quand même. Elle laisse entrer quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau, on va l'entendre le 12 juin quand l'album sortira. Il est temps de conclure cet épisode. Le 12 juin, Girl So In Love va sortir. Oui, j'ai réduit le titre parce que clairement, je n'ai pas envie de le dire en entier, mais on sera là pour la sortie de l'album et qui sait, peut-être qu'on vous fera un petit épisode dessus. Et en attendant, allez streamer Drop Dead si c'est pas déjà fait. Ou alors, revenez écouter Sour et Guts dans l'ordre parce que maintenant, vous avez le fil et vous allez les entendre différemment. On a hâte de découvrir dans les commentaires si vous êtes plutôt de la team Sour ou plutôt de la team Guts. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes de streaming. Et sur ce, ciao!